Alors, Monsieur Audet, société Ardis, vous avez de nombreux clients, souvent importants, Oui. et votre portefeuille vient encore de s'enrichir d'une belle référence qui va bénéficier de votre cloud privé. Tout à fait. Cette référence se situe dans le secteur de la distribution spécialisée. Nous avons repris la gestion de 150 serveurs d'infrastructure de ce client. L'objectif est peu à peu de ramener ces serveurs sur notre cloud et de les gérer en mode à la consommation. Mais une partie de vos clients sont plutôt, eux, liés à la vente de vos progiciels. Oui, Hein? 50% de nos clients sur l'infogérance sont liés à la vente des logiciels, en particulier dans le domaine de la logistique. D'accord. En fait, l'activité d'infogérance chez Ardis est née de besoins de logistique, c'est-à-dire que nos clients souhaitaient acquérir la solution logicielle sans forcément mettre en place les infrastructures et les gérer. Nicolas, alors vous avez un ancien partenariat avec IBM, et en quoi celui-ci s'est renforcé avec les solutions de cloud computing? Nous sommes partenaires d'IBM depuis la création de l'entreprise, c'est-à-dire que la société s'est montée autour d'offres qui touchaient aux plateformes IBM, et IBM a su nous accompagner tout au long de l'évolution de l'informatique et des modèles économiques d'Ardis. Donc aujourd'hui, nous appuyons sur des technologies cloud IBM pour déployer des solutions pour nos clients. Solutions qui sont à la fois des investissements matériels, logiciels, sur lesquels IBM nous accompagne. Vous êtes vous-même éditeur de logiciels, Oui. et vous travaillez avec des partenaires Oui. qui sont également éditeurs de logiciels. Oui. Alors, comment ça se passe avec le cloud là-dedans? Dites-nous. Alors, il y a plusieurs modèles et plusieurs offres qui sont disponibles au catalogue d'Ardis. Je dirais qu'on essaye de faire bénéficier les autres éditeurs de logiciels de nos retours d'expérience sur nos propres produits dans la transformation des solutions en mode SaaS, donc pour accéder à des solutions cloud computing, mais aussi dans un accompagnement plus global avec la fourniture des plateformes, l'exploitation des solutions logicielles en partenariat avec ces éditeurs. D'accord. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est d'expliquer ce qu'était le SaaS. Voilà. Donc, pour permettre à tout le monde de bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le SaaS? Le SaaS, c'est la possibilité pour les clients de consommer des logiciels en mode service, sans forcément se soucier de l'infrastructure technique, de savoir où sont hébergés ou gérer les logiciels, et d'accéder à ces solutions en fait directement via Internet. Vous parlez-vous d'un cloud qui serait une sorte d'infogérance élargie et assouplie? Oui, je dirais que la prestation de base reste une prestation d'infogérance, c'est-à-dire qu'on fournit des services en mode externalisé. Les apports du cloud en fait se situent essentiellement sur la souplesse qu'on va mettre dans cette infogérance. Alors souplesse contractuelle au niveau du périmètre, souplesse aussi dans la consommation, c'est-à-dire qu'un client peut décider dans quelques minutes, voire quelques heures, d'accéder en fait à de nouvelles ressources informatiques, logicielles, matérielles, via des interfaces en fait qui sont des interfaces internet par lesquelles il peut lui-même souscrire des services. D'accord. Et l'intérêt pour le client, là, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir payer à la consommation, c'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on consomme et sur le délai et sur le timing sur lequel on consomme effectivement les ressources. C'est de la perte de chiffre d'affaires, ça. C'est de la perte de bénéfices. On déporte le risque, c'est-à-dire que le risque se trouve désormais chez les prestataires qui doivent faire le nécessaire en fait pour pouvoir fournir ces infrastructures de façon souple. Alors ça passe aussi par des mécanismes qui sont disponibles dans les solutions logicielles de cloud, comme le provisioning matériel qui permet justement d'anticiper ces besoins de ressources clients et de prévoir et d'avoir les investissements qui sont faits en avance de phase. Est-ce que vous pensez que le cloud, maintenant, c'est vraiment un mouvement de fond? Je dirais que les directions générales, notamment, et presque chaque individu chez lui, a l'occasion de consommer ce type de service pour ses besoins propres. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance naturelle de la part des directions fonctionnelles, des directions générales, à demander à l'informatique autant de réactivité sur des solutions d'entreprise. Oui. Donc ça, c'est une réelle tendance de fond. Mais vous pensez que justement, on parlait de direction générale et direction fonctionnelle, elles comprennent bien comment ça se passe? Parce que bon, bien sûr, c'est de l'informatique à disposition, on ouvre le placard et puis on se sert, mais est-ce que c'est aussi simple que ça quand même? C'est beaucoup plus simple pour eux que pour les directions informatiques de s'adapter en fait à cette tendance. C'est-à-dire que la demande est naturellement souple. Il y a peut-être une partie qui est un petit peu négligée, c'est l'interconnexion avec le système d'information existant. Et ça reste un des enjeux phares sur le développement du cloud dans les prochaines années. Je crois que M. Le Guenec l'a bien signalé tout à l'heure. Mais on a cette nécessité en fait d'avoir des applications en cloud qui parlent au système d'information de l'entreprise. Et cette dimension-là est peut-être un petit peu négligée de la part des directions générales et c'est un vrai enjeu des DSI pour demain. D'accord, mais c'est quelque chose qui va se résoudre. Il y a une tendance à la normalisation et le problème n'est pas nouveau. C'est-à-dire que dès lors que vous voulez intégrer des logiciels,
Je dirais peu importe que les solutions soient déportées, externalisées ou hébergées chez vous, vous avez toujours ces mécanismes d'intégration à gérer. Alors ce qui va faire la différence, c'est qu'on a une approche réseau qui va être forcément importante et une approche aussi de sécurité puisque vous êtes chez un prestataire tiers. D'accord. Alors justement, puisqu'on y est là, quelles sont les difficultés à développer les solutions cloud? Le sujet, je dirais que les problèmes, les freins se sont un petit peu déplacés dans le temps. Au départ, il y avait beaucoup de questions sur la sécurité. Et puis aujourd'hui, les clients partent du principe que si des acteurs tels que Google, Amazon, IBM et autres proposent ce type de solution, ils doivent forcément avoir blindé ça en termes de sécurité, donc c'est moins un problème. On a eu aussi une époque où la préoccupation était de savoir où étaient situés les data centers. Je dirais qu'aujourd'hui, dès lors qu'on est sûr que les data centers sont en France, en Europe, on a moins cette question-là qui se pose. Aujourd'hui, réellement, les soucis sont liés à la criticité des applications. Il y a peut-être plus de freins psychologiques que techniques, d'ailleurs, à ce sujet. Et les entreprises ont tendance à avoir des difficultés à externaliser ce qui constitue le cœur du système d'information sur le cloud. Mais le fait qu'effectivement les données, enfin les applications ne soient pas là, je veux dire, à 10 km ou dans la ville, c'est encore un problème, c'est un vrai problème. Non, plus aujourd'hui. Je dirais que depuis 2 ans environ, la vraie préoccupation est plutôt légale sur la localisation des data centers que sur un problème purement technique ou de point de vue. On a préparé cet événement, vous m'avez donné l'exemple d'une entreprise, on ne va pas donner son nom, mais où effectivement où il y a une distribution en fait de son système d'information. Il y en a un bout chez vous, il y en a un bout chez eux, il y en a un bout ailleurs. Il y en a un bout chez un autre. Oui. Oui, il y en a un bout chez un autre. Oui. Comment ça s'organise ça? Oui, je dirais que on retombe dans des sujets qui sont des sujets d'informatique traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut interconnecter tous ces systèmes, faire parler les applications, gérer les interfaces qui vont faire que des commandes qui sont rentrées dans un système chez un hébergeur lambda vont pouvoir alimenter la gestion anthropologistique chez un autre infogéreur. Donc ces aspects-là sont des aspects techniques finalement traditionnels. On reste sur des problèmes d'interface d'application et je dirais qu'aujourd'hui on sait les appréhender de façon efficace. Il n'y a pas plus de problèmes d'intégration avec le cloud qu'il n'y en avait jusque-là. À mon sens, hormis les aspects réseau et d'interconnexion réseau, tout à l'heure on parlait des débits, effectivement il y a une vraie question de dimensionnement des liens en fait entre les différents acteurs, mais sorti de cet aspect-là, je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale dans l'intégration des applications et des systèmes. Comment fait-on pour embaucher des gens qui vont travailler avec du cloud computing? Où est-ce qu'on trouve ces gens-là aujourd'hui? Ces gens-là sont finalement des gens issus d'écoles d'ingénieurs, issus de différentes cursus universitaires. Donc on n'a pas de critères spécifiques en fait pour embaucher des gens dans le cloud computing. On reste sur des équipes qui sont des équipes d'administration système traditionnelles et qui sont désireux de travailler dans des domaines aussi novateurs que peuvent l'être le cloud computing. L'intérêt, je dirais que c'est plutôt un argument supplémentaire en fait pour attirer des jeunes talents que d'être présent dans ce domaine-là. D'accord. Et c'est vous qui leur mettez la petite couche cloud computing. C'est nous qui leur mettons la petite couche. D'accord. Ils ont un accès naturel à ces technos du fait de ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, c'est naturel d'aller héberger des documents sur Dropbox et des photos sur différents types d'applications. Donc, c'est simplement dire comment ça se traduit en termes techniques quand on doit gérer une production informatique en cloud. Hardis, en 2 mots, la société? Hardis, donc nous sommes 600 personnes aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. Nous intervenons un petit peu partout en France avec des agences qui sont localisées en région Rhône-Alpes, avec le siège social notamment qui est à Grenoble, et puis des agences en région parisienne et dans la région ouest.